Vous avez certainement déjà entendu parler de la règle des 3V, parce qu'elle est très souvent citée dans des émissions télé, des articles de magazines ou par les experts de la programmation neurolinguistique. Selon cette règle, 55% de la communication serait visuelle, 38% serait vocale et 7% serait verbale. Personnellement, ces chiffres m'ont toujours paru beaucoup trop précis pour s'appliquer à toutes les situations de communication. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'enquêter pour savoir d'où ils venaient et comment ils ont été calculés. Si on ne rentre pas trop dans les détails, on peut effectivement dire que la communication passe par 3 canaux. Le canal verbal, le canal vocal ou auditif, et le canal visuel. Le canal verbal correspond au contenu du message que vous voulez transmettre, c'est-à-dire au sens des mots que vous prononcez. Le canal vocal ou auditif correspond à votre façon de prononcer ces mots, notamment le volume de votre voix, le ton sur lequel vous parlez, votre prononciation et votre débit de parole. Le canal visuel comprend quant à lui les expressions faciales, le contact visuel, les gestes, la posture, l'apparence physique, les vêtements, etc. On pourrait argumenter qu'il existe d'autres éléments qui peuvent influencer la transmission du message, comme le canal olfactif par exemple, parce que si la personne qui vous parle a une haleine de chiotte, ça va forcément diminuer le poids de ses arguments. Mais bon, on va pas chipoter. Oh merde, y'en a un qui t'a chié dans la bouche ou quoi? Ah ouais, mais c'était par amour. En résumé, le canal verbal véhicule le fond du message, alors que les canaux vocal et visuels sont axés sur sa forme. Donc, si on reprend les chiffres de la règle des 3V, lorsque vous parlez, le sens de ce que vous dites, le contenu de votre message ne constituerait que 7% du message transmis. Si cette règle se vérifie, soit ça veut dire que les gens ne captent presque rien à ce que vous racontez, soit il y a une énorme masse d'informations non verbales qui passent en parallèle du message que vous voulez transmettre. Dans les deux cas, ça ne paraît pas réaliste. En fait, ces chiffres très précis viennent de la combinaison des résultats de 2 études réalisées par un chercheur du nom d'Albert Mehrabian en 1967. Dans sa première étude, les sujets écoutaient 9 mots enregistrés, dont 3 avaient une connotation positive: miel, cher et merci. 3 avaient une connotation neutre, peut-être, vraiment et oh. Et 3 avaient une connotation négative: non, brut et terrible. Ces mots étaient prononcés sur différents tons, positifs, négatifs ou neutres, et on demandait au sujet de deviner les émotions ressenties par les personnes qui les prononçaient. Les résultats de l'expérience ont montré que les sujets se basaient beaucoup plus sur le ton de la voix que sur le sens des mots prononcés pour évaluer l'état d'esprit du locuteur. C'est-à-dire que si la voix de l'enregistrement disait le mot brut sur un ton positif, alors les sujets jugeaient que la personne qui avait prononcé ce mot était d'humeur positive malgré la connotation négative du mot. Inversement, si la voix prononçait le mot miel sur un ton négatif, les sujets avaient tendance à attribuer à la personne qui avait prononcé ce mot une humeur négative malgré la connotation positive du mot. Dans la seconde étude, les sujets avaient également pour instruction d'évaluer l'émotion ressentie par une personne à partir d'un enregistrement. Sauf que cette fois, l'enregistrement ne comportait qu'un seul mot, peut-être, choisi pour sa neutralité affective. Il n'y avait donc plus d'effet de la signification du mot. En revanche, comme dans la première étude, ce mot pouvait être prononcé de 3 façons différentes: positive, neutre ou négative. Et surtout, l'enregistrement était accompagné d'une photo censée représenter le visage de la personne qui prononçait ce mot. Sur cette photo, le visage pouvait afficher l'expression d'une émotion positive, neutre ou négative. Cette fois-ci, lorsque les sujets évaluaient l'émotion de la personne qui parlait, ils se basaient beaucoup plus sur l'expression de la photo que sur le ton de la voix. Par exemple, si la personne prononçait le mot avec un ton positif, mais qu'elle avait une expression négative sur la photo, alors les sujets lui attribuaient une émotion négative. C'est en combinant les résultats de ces 2 expériences que Mehrabian a élaboré la règle des 55-38-7. Je pense qu'à ce stade, vous avez remarqué le problème. 1. Les situations étudiées dans ces 2 expériences sont complètement artificielles et loin de la réalité quotidienne. 2. Les enregistrements ne contiennent pas vraiment de message verbal. Ce n'est pas parce qu'on prononce un mot qu'on envoie un message. 3. Et surtout, on ne demandait pas aux sujets de retranscrire leur compréhension du message transmis, mais d'évaluer l'émotion du locuteur. On peut également ajouter à ces critiques un certain nombre de biais méthodologiques. Le nombre de sujets participant à l'expérience ridiculement petit, le fait qu'il ne s'agissait que de femmes, et la précision des termes négatifs et positifs lorsqu'ils qualifiaient le ton de la voix ou l'expression émotionnelle. Parce qu'autant il n'existe pas 36 émotions positives, autant pour le côté négatif, on pourrait en citer un paquet. Colère, peur, tristesse, ennui ou mépris par exemple. Bref, en conclusion, on ne peut pas dire que les valeurs de pourcentage de la règle des 3V soient une vérité absolue. En fait, Mehrabian lui-même regrette que ses travaux soient aussi mal utilisés. Selon lui, son équation ne peut s'appliquer que dans des conditions similaires à celles de ses expériences.
c'est-à-dire des interactions au cours desquelles les locuteurs communiquent leurs émotions et leurs sentiments. En dehors de ce contexte, ces chiffres sont évidemment inexacts. Pour s'en convaincre, rien de plus simple. Il suffit d'essayer de faire passer n'importe quel message autre qu'émotionnel de façon non verbale. Par exemple, la date de la Révolution française ou le nom de votre animal de compagnie. C'est impossible. J'ajouterais que ça ne rime à rien de diviser la communication en pourcentage. Dire que tel ou tel canal véhicule tant de pourcents de l'information n'a absolument aucun intérêt. Ce qui compte vraiment, c'est la cohérence entre ces canaux. Si un homme rentre d'une consultation chez le médecin et qu'il dit à sa femme que tout va bien avec un air triste, il y a incohérence entre ce qu'il dit verbalement et ce que son langage non verbal envoie. D'un côté, il dit que tout va bien, mais de l'autre, son corps envoie un signal complètement différent. Quelque chose le rend triste. Peut-être que ça n'a rien à voir avec sa consultation chez le médecin, peut-être qu'il vient de se rappeler d'un mauvais souvenir, qu'il a reçu un message de son patron qui lui a annoncé qu'il était viré, ou peut-être encore qu'il vient d'apprendre la mort de George Michael. Mais dans tous les cas, si sa femme perçoit une incohérence entre ce qu'il dit et son comportement non verbal, elle jugera que c'est son corps qui dit la vérité, et elle aura raison. Après, quant à savoir ce qui rend triste son mari, c'est une autre histoire. Dans ce cas, l'hypothèse la plus probable est que le médecin lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Mais pour s'en assurer, il faudra le questionner. C'est ce phénomène que reflètent les pourcentages de la règle des 3 V de Mehrabian. On pourrait donc la reformuler ainsi. Quand les gens détectent une incohérence entre le message émis verbalement et le comportement non verbal, dans une immense majorité des cas, ils préfèrent se fier à ce dernier. L'impact du non-verbal dans la communication est donc réellement décisif, même s'il est difficile à évaluer. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand il nous manque. Quand on parle au téléphone, par exemple, on est privé du canal visuel et une partie de ce qu'envoie notre interlocuteur nous manque. Mais le pire reste la communication écrite, pour laquelle on est même privé du canal vocal. Aucune information non verbale ne pouvant circuler, la communication écrite peut vite être sujette à malentendus. C'est peut-être à cause de ce genre de malentendu que Scott Fahlman, le 19 septembre 1982, aurait écrit le message suivant à ses collaborateurs. Les smileys étaient nés, et leur succès illustre bien à quel point nous avons besoin du langage non verbal pour fluidifier les rapports sociaux.